Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et laisser un commentaire pour nous dire d'où vous venez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, commençons. Ce vendredi-là, début septembre, mes bottes de randonnée avaient avalé près de 22 km. Chaque muscle de mes jambes hurlait, réclamant le repos. Autour de moi, le désert de Chihuahua s'étendait à perte de vue, un paysage brutal de buissons de créosote, de cactus et de formations rocheuses rouillées, semblables à des sentinelles figées dans le temps. La plupart de mes amis de la fac s'étaient déjà installés dans des vies de crédits immobiliers et de paiement de monospace. Mais me voilà, en pleine aventure solitaire à travers l'un des coins les plus isolés du Nouveau-Mexique, cherchant désespérément à comprendre ce qui viendrait ensuite. Après avoir quitté mon poste d'infirmière à Albuquerque, le soleil avait commencé sa descente, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet profond. Il me fallait trouver un endroit pour planter ma tente avant que l'obscurité n'engloutisse tout. J'avais marché hors des sentiers battus toute la journée, évitant délibérément les routes plus fréquentées, car je recherchais la solitude. Les contreforts s'élevaient autour de moi comme des escaliers en ruine, parsemés de rochers de la taille de petites voitures. Quand j'aperçus un groupe de formation de grès créant une alcôve naturelle, une vague de soulagement me traversa. C'était parfait, abrité du vent, invisible de toutes les directions, à moins que quelqu'un ne s'approche tout près. Je montai ma petite tente pour 2 personnes derrière le plus gros rocher, l'orientant de sorte que l'entrée fasse face à la paroi rocheuse plutôt qu'au désert ouvert. L'intimité comptait, même si je n'avais croisé aucun être humain depuis que j'avais quitté le départ du sentier ce matin-là. Le silence était absolu, de cette qualité que les citadins ne connaissent jamais, où l'on entend son propre cœur battre dans ses oreilles. Je dînais froidement de mélange de fruits secs et de jerky de bœuf, observant les étoiles apparaître une à une, jusqu'à ce que le ciel entier se transforme en une toile scintillante. Mon téléphone n'avait aucun signal, comme prévu. J'avais téléchargé des cartes hors ligne avant le voyage et prévenu ma sœur Valérie que je donnerais des nouvelles en arrivant dans la prochaine ville, dans 3 jours. À 21h30, épuisé mais étrangement paisible, je me glissais dans mon sac de couchage. L'air du désert se refroidissait rapidement après le coucher du soleil, et je fermais la tente, écoutant le doux bruissement du vent contre le nylon. Le sommeil vint vite, m'emportant comme un courant chaud. Pendant quelques heures, tout fut exactement comme je l'avais espéré. Un bruit me tira du sommeil comme une main m'arrachant de l'eau. Des moteurs, bruyants, agressifs, le sifflement aigu et distinctif de VTT déchirant le sol du désert. Mes yeux s'ouvrirent dans l'obscurité totale de ma tente, et je restai parfaitement immobile, ma respiration bloquée quelque part dans ma poitrine. Le bruit devint plus fort, résonnant contre les formations rocheuses, rebondissant jusqu'à sembler venir de toutes les directions à la fois. Je tâtonnai pour attraper mon téléphone et vérifier l'heure, 23h47. Pendant un long moment, je me convainquis qu'il s'agissait simplement de randonneurs récréatifs, peut-être des locaux qui connaissaient le terrain et aimaient traverser le désert la nuit. Mais quelque chose dans la façon dont les moteurs rugissaient, s'arrêtant et redémarrant par à-coups irréguliers, me fit frissonner d'inquiétude. Je sortis lentement de mon sac de couchage, bougeant centimètre par centimètre pour éviter de faire le moindre bruit. Les moteurs s'arrêtèrent brusquement, et le silence qui suivit fut pire que le bruit. Je me traînai jusqu'à la fenêtre en maille de ma tente et scrutai l'obscurité. D'abord, je ne vis rien d'autre que les formes vagues des rochers et des buissons sous un croissant de lune. Puis j'aperçus des lumières, non pas des phares, mais des lampes torchées portatives, 4 ou 5, oscillant à environ 300 mètres à l'est, là où le sol s'enfonçait dans un bassin peu profond. Mon cœur battait contre mes côtes tandis que je regardais les faisceaux balayer le sol. Je distinguais maintenant des silhouettes, peut-être 4 ou 5 personnes, se déplaçant avec détermination, leurs mouvements coordonnés comme s'ils avaient déjà fait cela auparavant. L'un d'eux portait quelque chose de long sur ses épaules, un fusil ou un fusil de chasse. Je ne pouvais pas distinguer lequel à cette distance. Chaque instinct de mon corps hurlait de rester caché, de ne pas bouger, de respirer à peine. Je me plaquai contre le sol de la tente, observant par la petite fenêtre tandis que les figures se rassemblaient en un cercle lâche autour d'un endroit précis sur le sol. Puis j'entendis le son du métal frappant la terre, rythmé et délibéré, et je compris avec une horreur grandissante qu'il creusait. Le creusement continua pendant ce qui me sembla une éternité, mais qui fut probablement plus proche de 20 minutes. Je n'osais pas bouger de ma position, me permettant à peine de cligner des yeux tandis que je regardais les faisceaux des lampes torchées danser à travers le bassin.
Mes jambes se crampaient à force de rester immobiles, mais la peur qui courait dans mes veines me maintenait ancré sur place. Enfin, le creusement cessa, et j'entendis des voix portées à travers l'air nocturne immobile, basses, masculines, trop éloignées pour distinguer des mots spécifiques, mais assez proches pour en saisir le ton. Elles sonnaient décontractées, presque professionnelles, comme des hommes discutant d'une tâche routinière plutôt que du cauchemar que j'observais. Deux des figures s'éloignèrent du groupe et marchèrent vers l'endroit où je supposais que les VTT étaient garés, disparaissant derrière une crête. Quand ils revinrent, ils traînaient quelque chose entre eux. Quelque chose de grand et lourd, enveloppé dans ce qui ressemblait à une bâche en plastique bleu. La forme était indéniable, même à 300 mètres de distance. J'avais vu assez de corps pendant mes années aux urgences pour reconnaître les proportions, la façon dont le poids se répartissait, la mollesse des membres sous le matériau synthétique. Ils roulèrent la bâche dans le trou avec une négligence qui me donna la nausée. L'un des hommes dit quelque chose et un autre rit, un son court et aboyant qui résonna contre les rochers et m'atteignit avec une clarté dégoûtante. Je les regardais commencer à rejeter de la terre dans le trou, travaillant rapidement maintenant, leurs lampes torches et balayant parfois de larges arcs à travers le terrain. Chaque fois qu'un faisceau se dirigeait dans ma direction générale, je pressais mon visage contre le sol de la tente et retenais mon souffle jusqu'à ce que des points dansent derrière mes paupières. Mon téléphone, inutile dans ma poche, n'avait aucune barre de signal. Je pensais à tous les podcasts de crimes réels que j'avais écoutés pendant les longues nuits de travail. Toutes les histoires de personnes qui étaient tombées sur quelque chose qu'elles n'auraient pas dû voir et qui en avaient payé le prix. Le désert était vaste, vide, impitoyable. Si quelque chose m'arrivait ici, Valérie ne s'inquiéterait même pas avant 3 jours. D'ici là, je pourrais être enterré dans ma propre fosse peu profonde, un mystère de plus que le sable finirait par engloutir. Les hommes terminèrent leur travail et rassemblèrent leurs outils. Je vis l'un d'eux verser quelque chose d'une cruche sur la terre fraîchement retournée. De l'eau, peut-être, ou quelque chose pour masquer l'odeur aux animaux. Ils restèrent encore quelques minutes, fumant des cigarettes dont les extrémités oranges brillaient comme de petits démons dans l'obscurité. Puis, un par un, ils montèrent sur leur VTT. Les moteurs rugirent à nouveau, brisant le silence, et les phares s'allumèrent dans un éclat aveuglant. Je cachai mon visage dans mes bras tandis que les faisceaux balayaient le sol du désert, certaines qu'à tout moment, ils atterriraient sur ma tente et que tout serait fini. Mais le bruit commença à s'estomper, s'éloignant, se dirigeant vers le sud, vers ce que je supposais être une route ou un sentier menant à la civilisation. J'attendis que le bruit se dissolve complètement dans la nuit, jusqu'à ce que le seul son soit ma propre respiration saccadée et le battement frénétique de mon pouls dans mes oreilles. Même alors, je ne parvins pas à bouger. Je restais là, dans l'obscurité, tremblante, repassant en boucle ce que j'avais vu, jusqu'à ce que les images se gravent définitivement dans mon cerveau. Je dus rester figé dans cette position pendant au moins 1 heure, peut-être plus. Le temps avait perdu tout sens dans l'obscurité étouffante de cette tente. Finalement, la partie rationnelle de mon cerveau commença à reprendre le dessus, poussant à travers le brouillard de la terreur avec des pensées pratiques. Je devais partir d'ici. Je devais me déplacer, mettre autant de kilomètres que possible entre moi et cette tombe peu profonde avant l'aube. Si je partais maintenant et marchais toute la nuit, je pourrais atteindre l'autoroute en milieu de matinée et faire signe à une voiture. Je pourrais appeler la police, signaler ce que j'avais vu, les laisser s'en occuper. Lentement, avec précaution, je commençais à rassembler mes affaires, fourrant mon sac de couchage dans mon sac à dos avec des mains qui refusaient d'arrêter de trembler. Je ne voulais pas allumer ma lampe frontale. L'obscurité me semblait être la seule protection qu'il me restait. Alors, je travaillais uniquement par le toucher, mes doigts tâtonnant avec les fermetures éclairs et les sangles. Quand j'eus enfin tout emballé, je me traînai jusqu'à la porte de la tente et l'ouvris juste assez pour me glisser dehors. Ce fut alors que je le vis, et l'air quitta mes poumons comme si j'avais reçu un coup de poing dans la poitrine, une trace de pneu, fraîche, profonde, imprimée dans le sable mou du désert, à moins de 15 cm du bord de ma tente. Le motif de la bande de roulement était épais et agressif, du genre que l'on voit sur les véhicules tout-terrain, et il contournait la formation rocheuse en un arc délibéré avant de disparaître en direction du bassin. Ils étaient venus ici pendant que je me cachais à l'intérieur, paralysé par la peur. L'un d'eux avait conduit jusqu'à mon campement. Assez près pour toucher les parois en nylon. Assez près pour m'entendre respirer si j'avais fait le moindre bruit. Je fixais cette trace à la pâle lueur de la lune, mon esprit refusant de comprendre ce que cela signifiait. Ils savaient que j'étais là. Ils avaient vu ma tente, probablement repérée quand leur phare avait balayé les rochers. Et au lieu de me confronter,
Ils étaient simplement partis. Pourquoi? Cette question me rongeait tandis que je restais là, exposé et vulnérable à l'air libre. Revenait-il? M'observait-il en ce moment même depuis quelque part dans l'obscurité, attendant de voir ce que je ferais? Le désert semblait soudain vivant de regards invisibles. Chaque ombre était une menace potentielle. Chaque murmure du vent, un pas furtif se rapprochant. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Je n'avais pas le luxe de la peur. Je saisis mon sac et commençai à avancer, me dirigeant vers le nord, loin du site d'enterrement, loin de la trace de pneus, loin de tout. Mes jambes bougeaient en pilote automatique, me portant à travers le terrain inégal tandis que mes yeux se tendaient contre l'obscurité. Je ne pouvais pas utiliser ma lampe frontale. S'il m'observait, la lumière ferait de moi une cible facile. Alors, je naviguais uniquement à la lumière des étoiles, trébuchant sur des rochers et des buissons, me rattrapant sur mes paumes encore et encore. La peau de mes mains se déchira, mais je le sentis à peine. Toutes les quelques minutes, je m'arrêtais et écoutais, tendant l'oreille pour le son de moteur ou de pas, mais le désert restait silencieux. Après ce qui me sembla des heures, l'horizon oriental commença à s'éclaircir, passant du noir au violet profond, puis aux premières lueurs pâles d'orange. J'avais parcouru peut-être 8 ou 10 kilomètres, me poussant plus fort que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Et quand j'atteignis enfin une crête et vis un mince ruban d'asphalte couper la vallée en contrebas, je faillis m'effondrer de soulagement. L'autoroute, la civilisation, la sécurité, ou du moins l'illusion de celle-ci. Un routier nommé Wallace me prit en stop vers 7 heures du matin. C'était un homme plus âgé, avec une barbe grise et des yeux gentils, transportant du matériel agricole vers Las Cruces. Il ne posa pas trop de questions quand je sortis en titubant des broussailles, comme si j'avais traversé l'enfer. Il me laissa utiliser son téléphone pour appeler le 911, et je restai assise dans la cabine de son camion, tremblant si fort que je pouvais à peine tenir l'appareil stable tandis que je décrivais ce que j'avais vu. La standardiste me transféra au service du shérif du comté, et un adjoint nous rejoignit dans une station-service à environ 50 km de là. Je lui racontai tout, les VTT, les lampes torchées, les hommes avec la bâche, la fosse peu profonde, la trace de pneus à quelques centimètres de ma tente. Il m'écouta sans m'interrompre, son visage impassible. Et quand j'eus terminé, il me demanda si je pouvais les guider jusqu'à l'endroit. L'idée de retourner là-bas me donna envie de vomir, mais j'acquiesçai malgré tout. Peu importait ce qui était enterré dans ce désert, qui que ce soit, cette personne méritait d'être retrouvée. Elle méritait la justice, ou au moins une sépulture décente. Il fallut la majeure partie de cette journée pour organiser une équipe de recherche et revenir au bassin où j'avais vu les hommes creuser. Je roulais dans un SUV du shérif avec 2 adjoints, suivant les coordonnées que j'avais marquées sur ma carte hors ligne, et tout le trajet me sembla comme une descente dans un cauchemar. Quand nous arrivâmes, le soleil de l'après-midi brillait au-dessus de nos têtes, transformant le désert en un four de chaleur et de lumière. Les adjoints se dispersèrent avec des pelles et un chien cadavérique, et en moins de 20 minutes, le chien alarma sur une zone de terre perturbée exactement là où je l'avais indiqué. Ils creusèrent avec soin, méthodiquement, et quand le premier coin de bâche bleue émergea du sable, l'un des adjoints me regarda avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de validation et d'horreur, comme s'il avait espéré que j'avais tort, mais savait que je disais la vérité. Ils trouvèrent un corps, celui d'une femme, déterminera plus tard le médecin légiste, probablement dans la quarantaine, morte depuis moins de 48 heures. L'affaire reste ouverte à ce jour. Ils n'ont jamais attrapé les hommes responsables, jamais identifié la victime, jamais expliqué pourquoi ils m'avaient laissé en vie alors qu'ils savaient clairement que j'étais là. J'ai pensé à cette question chaque jour pendant les 2 dernières années. Parfois, je me convainc qu'ils ne m'ont pas vu du tout, que la trace de pneus n'était qu'une coïncidence, un passage aléatoire pendant leur balayage de la zone. D'autres fois, dans les heures sombres de la nuit où le sommeil refuse de venir, je crois qu'ils ont fait un choix délibéré. Que tuer un témoin aurait compliqué les choses, attiré plus d'attention, créé un autre corps à enterrer. Peut-être étais-je plus utile pour eux vivante, une randonneuse traumatisée dont l'histoire sonnerait trop folle pour être crue, qui n'avait aucune preuve tangible au-delà de ses yeux terrifiés. Je suis retourné vivre à l'Est après ce voyage. J'ai pris un poste d'infirmière en Pennsylvanie, où le paysage est vert et les horizons courts. Je ne randonne plus seul. Je ne campe plus dans des endroits où je ne peux pas voir qui arrive de toutes les directions. Le désert m'a pris quelque chose cette nuit-là. Un sentiment fondamental de sécurité que je ne récupérerai jamais. Mais il m'a aussi donné quelque chose, la connaissance que j'étais assez forte pour survivre,
assez intelligente pour rester silencieuse quand le silence était tout ce qui me séparait d'une tombe peu profonde. Qui que soit cette femme, j'espère qu'elle a trouvé la paix. J'espère que quelqu'un, quelque part, la cherche encore. Et j'espère que les hommes qui l'ont enterrée dans ce bassin regardent derrière eux chaque jour, se demandant si le témoin qu'ils ont laissé en vie sera la raison pour laquelle leur monde s'effondrera. Après la finalisation de mon divorce en avril 2015, j'ai pris une décision que la plupart des gens de mon entourage jugeaient soit courageuse, soit complètement stupide. J'ai quitté mon emploi de comptable dans un cabinet de Baltimore, où j'avais passé 9 années misérables, j'ai vendu la plupart de mes meubles et j'ai décidé de randonner seul sur une section du sentier des Appalaches. Mon thérapeute a appelé cela fuir ses problèmes avec des étapes supplémentaires, ce qui m'a fait rire pour la première fois depuis des mois. À 34 ans, sans enfant, sans hypothèque et avec une somme d'économie décente, je me suis dit que s'il y avait un moment pour disparaître dans les bois pendant quelques semaines, c'était maintenant. J'avais déjà fait du camping, rien d'extrême. Principalement des excursions de week-end avec des amis de la fac, quand nous étions jeunes et que dormir sur des rochers nous semblait amusant. Mais la randonnée en solo à travers les Appalaches était différente. Je le savais en partant, ou du moins je le croyais. J'étais sur le sentier depuis environ 6 jours quand j'ai atteint une crête que ma carte indiquait comme Craton S Bluff, quelque part dans l'arrière-pays de l'ouest de la Virginie. L'endroit était parfait pour camper, une clairière plate à environ 10 mètres d'un à-pic abrupt qui surplombait une vallée épaisse de forêt primaire. Aucun autre randonneur ne m'avait croisé depuis presque 2 jours, ce qui était exactement ce que je voulais. Le réseau téléphonique avait disparu quelque part autour du 3e jour, et j'avais fait la paix avec l'idée d'être complètement déconnecté. Ce mercredi soir, j'ai monté ma tente, allumé un petit feu et préparé un chili déshydraté qui avait le goût de carton mélangé à du regret. Le soleil se coucha derrière les montagnes vers 20 h, teintant tout de nuances d'orange et de violet qui, pendant un moment, m'ont fait penser que peut-être ce voyage n'était pas une si mauvaise idée après tout. Je me souviens d'être assis là, regardant la vallée en contrebas s'estomper dans l'ombre, me sentant enfin calme pour la première fois depuis que mon ex-femme m'avait dit qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Ce calme ne dura pas toute la nuit. Cela commença vers 22 h 30, peut-être 23 h. J'étais allongé dans ma tente, pas tout à fait endormi, mais flottant dans cet espace brumeux entre la veille et le rêve. Quand j'entendis le premier caillou, un craquement sec résonnant depuis la vallée en contrebas, le son distinctif de la pierre frappant la pierre. Je n'y prêtais pas trop attention au début. Les pierres tombent, les animaux délogent des choses, les montagnes sont vivantes de petits bruits la nuit. Mais ensuite j'en entendis un autre, puis un autre. Et il n'était pas aléatoire. Il y avait un rythme, un motif délibéré, comme si quelqu'un jetait des pierres depuis une corniche à intervalles réguliers, une toutes les 8 ou 10 secondes, chaque impact résonnant dans l'obscurité comme un tambour lent et patient. Je dézippais ma tente et rampais dans l'air froid de la nuit, ma respiration formant un brouillard devant mon visage. Le feu s'était réduit en braise, projetant à peine assez de lumière pour voir mes propres bottes. Je me tenais au bord de la clairière et fixais la vallée. Mais il n'y avait rien à voir, juste une noirceur épaisse et absolue, avalant tout en dessous de la ligne de crête. Les pierres continuaient de tomber. Je les comptais, 14, 15, 16. Chacune atterrissant quelque part en contrebas avec ce même craquement sec. Cela ressemblait à des pierres jetées depuis un endroit à ma gauche, peut-être à un quart de mille le long de la crête. Mais je ne voyais aucune lumière ni mouvement dans cette direction. Aucun faisceau de lampe torche, aucune lueur de feu de camp, rien pour suggérer qu'un autre randonneur était là-bas dans l'obscurité. Je me dis que c'était probablement un animal. Peut-être un ours délogeant des pierres en fouillant, ou une chute de pierre qui se trouvait avoir un rythme étrangement régulier. Mais j'avais passé assez de temps dans les bois pour savoir à quoi ressemblaient les sons naturels. Et cela ne semblait pas naturel. Cela semblait intentionnel, délibéré, comme si quelqu'un envoyait un message à travers l'obscurité. Et je ne pouvais tout simplement pas comprendre ce que cela signifiait. Après environ 20 minutes, les pierres s'arrêtèrent. Le silence qui suivit était d'une certaine manière pire que le bruit. Je regagnai ma tente, la fermai hermétiquement et restai allongé les yeux grands ouverts, écoutant mon propre cœur battre contre le sol sous moi. Je dois m'être assoupi à un moment donné, car la prochaine chose dont je me souviens est de me réveiller en sursaut dans un silence complet. Le genre de silence qui semble faux, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Ma montre indiquait 1h47 du matin. Je restai immobile pendant un long moment, essayant de comprendre ce qui m'avait réveillé.
Puis je la vis, une lueur faible se déplaçant à travers les arbres dans la vallée en contrebas. Au début, je crus que mes yeux me jouaient des tours, que peut-être j'étais encore à moitié endormi et que j'imaginais des choses. Mais la lumière était réelle. Elle était faible et jaunâtre, comme une vieille lanterne ou une bougie derrière une vitre sale, et elle serpentait entre les arbres, peut-être à un demi-mille en contrebas de la pente. J'attrapais mes jumelles dans mon sac et les pressais contre mon visage, essayant d'avoir une meilleure vue. La lumière oscillait et se balançait en se déplaçant, disparaissant derrière les troncs d'arbres et réapparaissant quelques secondes plus tard, se dirigeant dans une direction qui n'avait aucun sens. Il n'y avait pas de sentier là-bas. J'avais étudié ma carte avec soin avant de monter le camp, et cette partie de la vallée était une nature sauvage non marquée, rien que de la forêt dense et un terrain accidenté à perte de vue. Puis j'en vis une autre. Celle-ci apparut plus à droite, peut-être à 200 mètres de la première, se déplaçant sur un chemin parallèle à travers l'obscurité. Puis une troisième, encore plus loin, à peine visible à travers la canopée. 3 lumières, toutes se déplaçant à peu près à la même vitesse, toutes se dirigeant dans la même direction générale, comme une sorte de procession silencieuse à travers les bois. Je les observais pendant presque 15 minutes. Mes jumelles étaient pressées si fort contre mon visage qu'elles laissèrent des marques sur ma peau. Les lumières ne vacillaient jamais comme le feraient des lampes torchées. Elles ne balayaient jamais d'avant en arrière comme quelqu'un cherchant un sentier. Elles glissaient simplement vers l'avant, lisses et déterminées, se faufilant entre des obstacles que je ne pouvais pas voir. J'essayais de me convaincre que c'était d'autres randonneurs. Peut-être un groupe faisant une sorte de randonnée nocturne, mais rien dans la façon dont ces lumières se déplaçaient ne suggérait une randonnée normale. Les randonneurs normaux trébuchent. Les randonneurs normaux s'arrêtent pour vérifier leur équilibre. Ces lumières glissaient à travers la forêt comme si elles savaient exactement où elles allaient, comme si elles avaient marché sur ce chemin 1000 fois auparavant dans le noir. Vers 2h15, les lumières changèrent de direction. Toutes les 3, presque simultanément, comme si elles avaient reçu un signal que je ne pouvais pas entendre. Elles arrêtèrent leur mouvement vers l'avant et commencèrent à se diriger vers le haut, vers la crête, vers moi. Je baissai les jumelles et sentis ma poitrine se serrer. Cela aurait pu être une coïncidence. La crête était un repère naturel, et si ces personnes se dirigeaient vers un endroit spécifique, suivre les hauteurs aurait eu du sens. Mais le timing semblait mauvais. Elle s'était déplacée parallèlement à la crête pendant 15 minutes, et maintenant, soudainement, elle montait. Je restais assis dans l'obscurité à regarder ces 3 lumières faibles monter lentement la pente, et j'essayais de calculer combien de temps il leur faudrait pour atteindre le sommet. 1 heure, peut-être moins si elles connaissaient bien le terrain. Je pensais à faire mes bagages et à partir, mais randonner seul dans la nuit sur un sentier que je connaissais à peine semblait être une bonne façon de me tordre une cheville ou de marcher au bord d'une falaise. Alors, je restais. Je me dis que j'étais paranoïaque, que ces lumières étaient probablement juste des locaux chassant ou vérifiant des pièges, ou faisant ce que les gens font dans ces montagnes après la tombée de la nuit. Je me suis dit beaucoup de choses cette nuit-là. Aucune ne me fit me sentir mieux. À 3 heures du matin, les lumières avaient disparu. Je les avais perdues de vue environ 40 minutes plus tôt, quand elles étaient descendues sous la ligne des arbres en montant la pente. Je continuais à m'attendre à les voir émerger de la forêt au bord de ma clairière, à entendre des voix ou des pas s'approcher à travers les broussailles, mais rien ne vint. Le silence s'étira, épais et suffocant, rompu seulement par le bruissement occasionnel du vent dans les feuilles. Je restais assis, le dos contre un arbre, faisant face à la direction d'où venaient les lumières, ma lampe frontale éteinte et mon couteau à la main. C'était un couteau pliant, rien d'impressionnant, mais le tenir me faisait me sentir légèrement moins impuissant. Le feu s'était complètement éteint à ce moment-là, juste un cercle de cendres grises qui n'offrait ni chaleur ni lumière. Je pensais à le rallumer, mais quelque chose me dit de ne pas le faire. Quelque chose me dit que, en ce moment, être visible n'était pas une bonne idée. Alors, je restai dans le noir et j'attendis, mes oreilles tendues pour tout son qui n'était pas à sa place. Les montagnes autour de moi semblaient différentes de ce qu'elles étaient pendant la journée. Plus anciennes, d'une certaine manière, hostiles, comme si j'avais erré dans un endroit où je n'étais pas censé être. Et quelque chose là-bas le savait. Je ne sais pas quand je me suis endormi. Je ne le voulais pas. Chaque nerf de mon corps hurlait de rester alerte. Mais l'épuisement dut finalement l'emporter. Un moment, je fixais l'obscurité, mon couteau serré contre ma poitrine, et le moment d'après, je clignais des yeux à la lumière grise pâle filtrant à travers les arbres. L'aube. J'avais survécu jusqu'à l'aube.
Mon cou me faisait mal d'avoir dormi droit contre l'arbre, et mes doigts étaient raides d'avoir serré la poignée du couteau pendant des heures. Je restais assis là pendant un moment, laissant le soulagement me submerger, écoutant les premiers oiseaux commencer à chanter dans la canopée au-dessus. À la lumière du jour, tout semblait presque normal à nouveau. La vallée en contrebas n'était qu'une vallée, verte, calme et inoffensive. La crête n'était qu'une crête. Je poussai un long soupir et commençai à me lever du sol, pensant déjà à faire mes bagages et à mettre autant de kilomètres que possible entre moi et cet endroit. C'est alors que je remarquai les empreintes de pas. Elles se trouvaient à environ 2,5 mètres de l'endroit où j'étais assis, imprimées dans la terre molle près des restes de mon feu de camp. Je m'approchai lentement, mes jambes instables sous moi. Les empreintes étaient de pieds nus, pas de bottes, pas de chaussures, juste l'impression claire de semelles et d'orteils nus pressés dans la terre. Elles étaient larges, plus larges que mes propres pieds d'une bonne marge, et les orteils étaient écartés d'une manière qui semblait presque antinaturelle, comme si celui qui les avait faites avait l'habitude de marcher sans chaussures. Je m'accroupis et les étudiai, mon cœur battant contre mes côtes. Il y avait au moins une douzaine d'empreintes se chevauchant par endroits, encerclant le feu éteint dans un motif lent et délibéré. Celui qui les avait faites avait marché autour de mon campement pendant que je dormais. Il s'était tenu là, juste à côté des cendres, assez près pour toucher ma tente s'il avait tendu la main. Je suivis les traces des yeux, traçant leur chemin autour du foyer, et sentis quelque chose de froid s'installer dans mon estomac quand je vis où elles menaient. Les empreintes venaient droit jusqu'à la base de l'arbre contre lequel j'étais adossé. Elles s'arrêtaient peut-être à 15 cm de l'endroit où mes jambes étaient étendues dans la terre. Quelqu'un s'était tenu au-dessus de moi dans l'obscurité, pieds nus et silencieux, me regardant dormir. Et je n'avais rien entendu. Je fis mes bagages en moins de 5 minutes. Je ne pris pas la peine de petit déjeuner, ne pris pas la peine de plier correctement ma tente, ne pris pas la peine de suivre aucune des routines soigneuses que j'avais développées au cours de la semaine précédente sur le sentier. Je fourrai simplement tout dans mon sac avec des mains tremblantes et commençai à bouger. Les empreintes de pas menaient loin de mon campement vers le bord et de la crête, disparaissant dans un fourré dense de rhododendrons que je n'avais aucune intention de suivre. Je pris la direction opposée, retournant vers le sentier principal, marchant aussi vite que possible sans me mettre à courir. Toutes les quelques minutes, je m'arrêtais et écoutais, scrutant les arbres autour de moi pour tout signe de mouvement. La forêt était silencieuse, à part les oiseaux et le doux craquement de mes bottes sur la terre. Trop silencieuse, peut-être. Je continuais à penser à ces orteils écartés pressés dans la terre, à leur proximité avec mon corps pendant que je dormais. Je continuais à penser aux lumières dans la vallée, se déplaçant en coordination parfaite à travers l'obscurité. Et je continuais à penser aux pierres, ce rythme régulier résonnant à travers les montagnes comme un signal. Un signal pour qui? Un signal pourquoi? Je ne voulais pas connaître la réponse. Je voulais juste sortir de là. Je marchais pendant près de 7 heures d'affilée, m'arrêtant à peine sauf pour boire de l'eau et vérifier ma carte. En fin d'après-midi, j'avais atteint une petite ville appelée Bradshaw Crossing. Rien de plus qu'une station-service, une épicerie générale et un groupe de vieilles maisons dispersées le long d'une route à 2 voies. Je devais avoir l'air d'une épave quand je suis entré dans ce magasin. Sale, épuisé, les yeux écarquillés, car la vieille femme derrière le comptoir me regarda et me demanda si j'allais bien. Je lui dis que j'avais campé sur Cratons Bluff et que j'avais passé une nuit difficile. Elle devint silencieuse pendant un moment, son visage faisant quelque chose de compliqué que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Puis elle dit, d'un ton très décontracté, que la plupart des gens d'ici savaient mieux que de camper sur cette crête. Elle dit qu'il y avait des gens qui vivaient dans ces vallées, des familles qui y étaient depuis des générations, qui n'aimaient pas les étrangers sur ce qu'ils considéraient comme leur terre. Elle n'ajouta rien, n'élabora pas, me tendit simplement ma monnaie et me souhaita de bons voyages avec un regard dans les yeux qui me dit que j'avais de la chance d'être debout là du tout. Je rentrai chez moi le lendemain, vendis mon équipement de camping une semaine plus tard. Je ne suis jamais retourné dans les Appalaches depuis, et je ne prévois pas d'y retourner. Parfois, tard dans la nuit, j'entends encore ce rythme dans ma tête. Pierre après pierre, tombant dans l'obscurité comme un compte à rebours vers quelque chose que je n'étais pas censé voir. Ma colocataire de fac, Brianna, préparait ce voyage de camping depuis des mois. Cela devait être une célébration. Nous venions tous les 5 de survivre aux examens finaux de notre 3e année, et nous étions désespérés de décompresser avant que les stages d'été ne nous dispersent à travers différents états. Le groupe était composé de moi, Brianna, notre amie Chloé du club de photographie,
et 2 garçons de notre groupe d'études, Austin et Wesley. Brianna et moi partagions un dortoir depuis la première année, ce qui signifie que j'avais 21 ans ce printemps-là, encore assez jeune pour croire que les mauvaises choses n'arrivaient qu'aux personnes qui prenaient de mauvaises décisions. Je connaissais Austin depuis la semaine d'orientation, et il avait toujours été un peu intense, mais d'une manière qui semblait inoffensive à l'époque. C'était le genre de gars qui vous envoyait 17 messages si vous ne répondiez pas dans l'heure, qui se souvenait de chaque détail de chaque conversation que vous aviez eue avec lui. Brianna plaisantait en disant qu'il ferait un petit ami très attentionné un jour. Aucun de nous ne riait à la fin de ce week-end. Nous avons roulé jusqu'à Blackwood Ridge dans le pick-up d'Austin un vendredi après-midi. Le camping était à environ 4 heures du campus, profondément enfoui dans une forêt nationale que Brianna avait découverte sur un forum de randonnée en ligne. Elle avait imprimé des cartes, emballé assez de provisions pour une semaine, bien que nous ne restions que 2 nuits, et créé un itinéraire complet de sentiers et de points de vue qu'elle voulait que nous visitions. Le trajet jusqu'à destination fut assez normal. Nous avons écouté de la musique, partagé des sacs de chips et de verres gélifiés, parlé des professeurs que nous détestions et des cours que nous redoutions à l'automne. Austin était plus silencieux que d'habitude, passant la plupart du trajet à fixer les arbres qui défilaient par la fenêtre. Je me suis dit qu'il était simplement épuisé par les examens, comme le reste d'entre nous. Quand nous avons finalement quitté la route principale pour emprunter le chemin de terre menant à notre camping, le soleil commençait déjà à descendre sous la ligne des arbres. La forêt se referma autour de nous comme un poing, les branches grattant contre les vitres comme si elles essayaient d'entrer. Je me souviens d'avoir pensé à quel point nous étions isolés, à quel point nous étions loin de tout. À ce moment-là, cela semblait être une liberté. Nous avons installé le camp dans une clairière à environ un demi-mile de l'endroit où nous avions garé la voiture. Wesley et Brianna se sont occupés des tentes tandis que Chloé rassemblait des brindilles pour le foyer. Austin a immédiatement commencé à donner des directives, bien que personne ne lui ait demandé d'être en charge. Il a dit à Wesley que les piquets de tente étaient mal enfoncés. Il a dit à Brianna que la bâche de pluie était à l'envers. Il est allé vers l'endroit où Chloé collectait des bâtonnets et a commencé à trier son tas, jetant de côté ceux qu'il jugeait trop humides ou trop fins. Je l'observais de l'autre côté de la clairière et quelque chose dans sa façon de bouger me semblait étrange. Il y avait une énergie nerveuse chez lui, une tension dans ses épaules qui n'était pas là pendant le trajet. Quand je lui ai demandé s'il allait bien, il s'est tourné vers moi avec un regard étrange, pas en colère, pas triste, juste vide d'une certaine manière, et a dit qu'il allait bien. Puis il a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. Brianna a croisé mon regard et a haussé les épaules, articulant silencieusement le mot « examen », comme si cela expliquait tout. J'ai voulu la croire. Cette première soirée autour du feu de camp aurait dû être parfaite. Le ciel était clair, rempli de plus d'étoiles que j'en avais jamais vu en vivant en ville, et Chloé avait apporté son haut-parleur portable pour que nous puissions écouter de la musique en grillant des chamallows. Mais Austin continuait à orienter la conversation dans des directions inconfortables. Il a mentionné une fête de notre 2e année où Brianna avait trop bu et avait eu besoin de quelqu'un pour la raccompagner chez elle. Il avait été cette personne, et il s'est assuré que nous nous en souvenions tous. Il a parlé du moment où il avait aidé Chloé à éditer son portfolio de photographie à 2 heures du matin avant une date limite de soumission. Il a mentionné avoir prêté de l'argent à Wesley pour des manuels scolaires, m'avoir conduit à la pharmacie quand j'avais la grippe l'hiver dernier. Chaque histoire était techniquement vraie, mais la façon dont il les racontait donnait l'impression que nous lui devions tous quelque chose. Wesley a essayé de changer de sujet plusieurs fois, mais Austin continuait à revenir dessus. Au moment où nous nous sommes glissés dans nos tentes vers minuit, l'ambiance avait changé. Les rires faciles de la voiture semblaient appartenir à un voyage différent. Je me suis réveillé samedi matin au son d'une dispute. Le soleil était à peine levé, une lumière pâle filtrant à travers le tissu de la tente, et j'ai entendu la voix d'Austin dehors, basse et insistante. J'ai entrouvert la fermeture et claire juste assez pour le voir debout avec Chloé près du bord de la clairière. Elle avait les bras croisés serrés contre sa poitrine, et même à 6 mètres de distance, je pouvais dire qu'elle était contrariée. Austin se penchait vers elle, une main gesticulant vers les bois, l'autre agrippant son coude. Quand Chloé a essayé de se dégager, il a tenu un peu trop longtemps avant de la lâcher. Elle est retournée vers les tentes sans le regarder, le visage pâle. J'ai fait semblant de dormir quand elle s'est glissée dans la tente qu'elle partageait avec Brianna. Plus tard, quand j'ai demandé ce qui s'était passé, Chloé a dit qu'Austin voulait qu'elle aille faire une randonnée matinale avec lui. Juste 2. Quand elle a dit non, il était devenu bizarre. Elle a utilisé ce mot exact, bizarre.
Pas en colère, pas agressif, juste bizarre. Comme s'il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle refuserait. Comme si le concept de quelqu'un lui disant non ne calculait pas. Brianna a suggéré que nous restions tous ensemble pour le reste du voyage, et nous avons été d'accord, mais Austin a agi comme si rien ne s'était passé. Le reste de la matinée, Austin a continué à trouver des raisons de nous séparer. Il a demandé à Wesley de l'aider à ramasser du bois de l'autre côté du camp, puis a passé 40 minutes à l'emmener de plus en plus profondément dans les arbres jusqu'à ce que Wesley insiste enfin pour revenir. Il a dit à Brianna qu'il y avait une vue incroyable à seulement 10 minutes sur un sentier. Et quand elle a dit qu'elle préférait attendre le groupe, il a boude pendant 1 heure. Il continuait à apparaître à côté de moi chaque fois que je m'éloignais, même de quelques pas des autres, matérialisant silencieusement comme s'il avait observé et attendu le moment où j'étais seul. Chaque fois, il disait quelque chose de décontracté, « Belle matinée. Tu as bien dormi? Tu veux aller voir ce ruisseau que j'ai trouvé ?» Mais ses yeux suivaient mes mouvements avec une intensité qui me faisait frissonner. Vers midi, nous avions tous remarqué le schéma. Wesley m'a pris à part pendant qu'Austin était dans sa tente et a chuchoté qu'il y avait vraiment un problème. Il a dit qu'Austin avait parlé pendant leur promenade pour ramasser du bois de la façon dont aucun de nous ne l'appréciait, de la façon dont il faisait tout pour ce groupe et ne recevait rien en retour. Les mains de Wesley tremblaient quand il m'a dit qu'il voulait partir. Nous voulions tous partir. Mais Austin avait la seule voiture et les clés étaient dans sa poche. Nous avons essayé d'agir normalement pour le reste de l'après-midi, mais la tension était suffocante. Chaque conversation semblait comme marcher dans un champ de mines. Austin participait, disait quelque chose qui semblait assez amical en surface, puis ajoutait un petit commentaire qui atterrissait comme une gifle. Quand Brianna a mentionné qu'elle était enthousiaste à propos de son stage d'été à Boston, Austin a dit que c'était drôle comme elle arrivait toujours à retomber sur ses pieds, contrairement à certaines personnes qui devaient vraiment travailler pour obtenir des choses. Quand Chloé a pris des photos du ruisseau, Austin a demandé si elle n'était pas fatiguée de se cacher derrière un appareil photo au lieu de vraiment se connecter avec les gens. Chaque remarque était livrée avec un sourire, sur un ton qui vous faisait douter d'avoir bien entendu. Brianna me lançait des regards qui hurlaient « Nous devons parler », mais il n'y avait jamais un moment où Austin n'était pas à proximité. Vers 16 heures, Chloé a annoncé qu'elle allait faire une sieste dans sa tente. Brianna a dit qu'elle la rejoindrait. Wesley s'est soudainement souvenu qu'il avait mal à la tête et s'est retiré dans la tente qu'il partageait avec Austin. J'ai commencé à suivre Brianna, désespéré de nous regrouper et de trouver un plan. Mais Austin s'est directement placé sur mon chemin. Il m'a dit qu'il devait me parler de quelque chose d'important. Sa voix était calme, presque douce, mais il y avait quelque chose en dessous qui faisait hurler chaque instinct de mon corps de fuir. J'ai dit que j'étais fatigué aussi, que nous pourrions parler plus tard, mais il a secoué la tête lentement. Il a dit que cela ne pouvait pas attendre. Il a dit qu'il avait trouvé quelque chose dans les bois plus tôt ce matin-là. Quelque chose de mauvais. Une randonneuse, a-t-il dit, à environ 1 mile sur le sentier. Elle était tombée et s'était blessée à la jambe, ne pouvait pas marcher, et était seule là-bas sans réseau et sans moyen d'obtenir de l'aide. Il a dit qu'il avait attendu toute la journée pour le dire à quelqu'un, mais ne voulait pas effrayer le groupe. Il a dit que la femme souffrait vraiment et que nous devions l'aider maintenant. Ses yeux étaient verrouillés sur les miens, sans cligner, et il a tendu la main pour prendre la mienne. Il a dit que les autres nous ralentiraient, que nous devions bouger vite, juste nous deux. Quelque chose dans la façon dont il l'a dit, juste nous deux, a fait battre mon cœur si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. J'ai dit que nous devrions chercher Wesley. Le visage d'Austin a vacillé. Juste une fraction de seconde, quelque chose de sombre est passé derrière ses yeux avant que le masque ne se remette en place. Il a dit que Wesley ne ferait que nous ralentir, que la femme avait besoin d'aide maintenant, et que nous perdions un temps précieux. J'ai dit que nous devrions au moins dire à Brianna où nous allions au cas où quelque chose arriverait. La prise d'Austin sur ma main s'est resserrée, et il a dit qu'il n'y avait pas de temps. Que chaque seconde où nous étions là à discuter était une seconde de plus où cette pauvre femme souffrait seule dans les bois. Sa voix s'est brisée sur le mot « souffrir » comme s'il était vraiment bouleversé, et pendant un moment, j'ai presque cru en lui. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose ce matin-là, quand je m'étais réveillé au son d'Austin et Chloé se disputant. Le soleil venait à peine de se lever. Austin prétendait avoir trouvé cette randonneuse blessée pendant une promenade matinale, mais il était avec Chloé à l'aube, essayant de la convaincre d'aller randonner avec lui. Il n'était allé nulle part seul. Il n'y avait pas de randonneuse blessée. Il n'y en avait jamais eu.
la réalisation m'a frappé comme de l'eau glacée, et j'ai arraché ma main de la sienne si fort que j'ai trébuché en arrière. J'ai dit que je devais d'abord aller aux toilettes. J'ai dit que je serais de retour tout de suite. Juste 2 minutes, et ensuite nous pourrions y aller. Austin m'a fixé pendant un long moment, sa mâchoire travaillant comme s'il mâchait des mots qu'il voulait cracher. J'ai gardé mon visage impassible, ma voix stable, même si chaque nerf de mon corps était en feu. Finalement, il a hoché la tête. Il a dit qu'il m'attendrait ici, que je devrais me dépêcher. Je me suis dirigé vers la lisière des arbres aussi calmement que possible, sentant ses yeux me brûler le dos à chaque pas. Le moment où j'ai été hors de sa ligne de vue directe, j'ai couru. J'ai couru droit vers la tente de Brianna et j'ai ouvert la fermeture éclair d'un coup, ne me souciant plus d'être silencieuse. Brianna et Chloé se sont toutes deux assises, surprises, et je leur ai tout raconté en un chuchotement frénétique. La randonneuse blessée qui n'existait pas, la façon dont Austin avait essayé de m'isoler. Le mensonge qui s'est défait dès que j'ai pensé à la chronologie. Le visage de Chloé est devenu blanc. Brianna m'a attrapé le bras et m'a tiré à l'intérieur de la tente, fermant la fermeture éclair derrière moi. À travers les fines parois de tissu, nous pouvions entendre Austin m'appeler. Sa voix était toujours calme, toujours amicale. C'était d'une certaine manière la pire partie. Wesley a entendu le remue-ménage et est sorti de sa tente en rampant, demandant ce qui se passait. Austin l'a intercepté avant qu'il ne puisse nous atteindre. Et à travers le tissu de la tente, j'ai entendu Austin expliquer que je m'étais énervé pour rien, que j'étais dramatique, qu'il essayait juste d'aider quelqu'un dans le besoin, et que j'avais paniqué sans raison. Sa voix était si raisonnable, si mesurée que pendant une fraction de seconde, je me suis demandé si j'avais fait une erreur. Mais ensuite Brianna a serré ma main et a chuchoté que nous devions obtenir ses clés. Chloé avait son téléphone, cherchant désespérément un signal, bien que nous sachions tous qu'il n'y en avait aucun aussi profondément dans la forêt. Nous avons entendu la voix de Wesley s'élever. Il se disputait avec Austin, exigeant de savoir ce qui se passait vraiment. Puis il y a eu une bousculade, le son de quelqu'un tombant au sol, et Wesley a crié que nous devions courir. Brianna a ouvert l'arrière de la tente, le côté faisant face à l'opposé du campement, et nous trois nous sommes glissés dans les broussailles. Nous avons couru vers le sentier qui menait à la zone de parking, les branches fouettant nos visages et nos bras, n'osant pas regarder en arrière. J'ai pu entendre Austin se frayer un chemin à travers les bois derrière nous, appelant nos noms de cette même voix calme, nous disant que nous réagissions de manière excessive, nous disant de nous arrêter et de simplement lui parler. Nous avons atteint la route de terre où le camion était garé, mais sans les clés, nous ne pouvions pas conduire. Brianna se souvenait être passée devant un poste de rangée à environ 3 km sur la route principale, et nous avons recommencé à courir. Mes poumons brûlaient et mes jambes semblaient sur le point de céder, mais je ne me suis pas arrêté. Aucune de nous ne l'a fait. Nous avons atteint le poste de rangée juste au moment où le soleil commençait à se coucher, et la femme derrière le bureau nous a regardés et a immédiatement pris sa radio. 2 rangers nous ont ramenés au camping dans leur véhicule. Quand nous sommes arrivés, Austin était assis calmement près du foyer, grillant une guimauve comme si de rien n'était. Wesley était dans sa tente avec un nez ensanglanté et un bleu se formant sous son œil gauche. Austin a essayé d'expliquer que c'était tout un malentendu, que nous avions paniqué à cause d'une blague, mais les Rangers n'ont pas cru un mot. Ils nous ont escortés jusqu'à nos voitures. Un ranger a conduit le camion d'Austin avec Austin sur le siège passager, tandis que l'autre nous suivait avec le reste d'entre nous. Nous avons déposé une plainte au poste de police local ce soir-là. Austin n'a pas été arrêté, mais il y avait maintenant un dossier, une trace écrite. Nous ne lui avons plus jamais parlé après ce week-end. J'ai entendu dire par des amis communs qu'il avait changé d'école le semestre suivant. Parfois, je repense encore à ce moment dans la clairière quand il a pris ma main et m'a demandé de le suivre dans les bois. Je pense à ce qui aurait pu arriver si je ne m'étais pas souvenu qu'il était avec Chloé ce matin-là. Si je l'avais cru, si j'étais parti. Le camping en solo semblait être une bonne idée quand je l'avais planifié en janvier. Ma sœur venait de se marier. La plupart de mes amis de fac avaient leur 2e ou 3e enfant. Et me voilà, dans le même appartement depuis ma remise de diplôme en 2012, avec le même travail à l'entrepôt et la même routine qui ressemblait plus à une lente agonie qu'à une vie. J'avais besoin de quelque chose qui me rappellerait que je respirais encore, que j'étais encore capable de faire des choses à ma manière. Alors, j'ai choisi un endroit dans les Ozarks, à environ 4 heures de mon appartement à Kansas City.
assez profondément dans les bois pour que le réseau cellulaire devienne un lointain souvenir. Le camping était techniquement hors réseau. Pas de place désignée, pas de rangers pour vérifier, juste moi et la faune qui déciderait de tolérer ma présence. Je suis arrivé un vendredi après-midi début octobre, le genre de journée où les feuilles devenaient orange brûlées et où l'air avait cette morsure fraîche qui vous fait vous sentir vraiment vivant. J'ai monté ma tente à environ 30 mètres d'une vieille route forestière qui semblait ne pas avoir vu de trafic régulier depuis des années, peut-être des décennies. Envahie par les mauvaises herbes, creusée par l'érosion, elle semblait être le décor parfait pour la solitude que je recherchais. Ce premier jour s'est déroulé exactement comme je l'avais imaginé. J'ai passé l'après-midi à randonner sur un sentier que j'avais trouvé sur une vieille carte forestière. Rien de trop exigeant, juste assez pour transpirer et me vider l'esprit. La forêt était dense avec des chênes et des carriers, et de temps en temps, j'apercevais des cerfs me regardant depuis entre les arbres avant de s'enfuir dans les broussailles. J'ai cuisiné le dîner sur un petit feu alors que le soleil se couchait. Juste du chili en boîte et un peu de pain que j'avais apporté. Rien de fancy, mais cela avait un goût incroyable là-bas, au milieu de nulle part. Vers 21h ce soir-là, j'étais dans ma tente avec un livre de poche que je voulais lire depuis des mois, une lampe torche posée contre mon sac à dos, et les sons de la forêt s'installant autour de moi. Des hiboux ululant quelque part au loin, des branches craquant dans le vent, le bruissement occasionnel de quelque chose de petit se déplaçant dans les feuilles mortes. Je me suis endormi vers 22h, me sentant plus en paix que depuis des mois, complètement inconscient qu'en quelques heures, cette paix se briserait en quelque chose qui me hante encore dans mes cauchemars. Le son qui m'a réveillé n'était pas fort, mais il était anormal. Ici, on s'habitue rapidement au rythme naturel de la forêt, les animaux se déplaçant dans les buissons, le vent poussant à travers les branches, le craquement occasionnel d'une branche morte tombant quelque part dans l'obscurité. Mais cela était différent. C'était mécanique. Un grondement sourd qui devenait de plus en plus fort. Le grognement inconfondable de moteurs travaillant dur sur un terrain accidenté. Je restais là, dans mon sac de couchage, les yeux ouverts, le cœur commençant à battre plus vite, me disant que c'était probablement juste des chasseurs utilisant l'ancienne route forestière comme raccourci. Les gens faisaient ça parfois, non? Utilisaient des routes abandonnées pour aller plus profondément dans les terrains de chasse. Mais quelque chose dans mes tripes me disait de rester silencieux. De rester immobile. De ne pas bouger jusqu'à ce que je sache à quoi j'avais affaire. Je vérifiais mon téléphone par habitude. 3h14 du matin, pas de réseau, la batterie à 62%. Le bruit des moteurs devint plus fort, puis se multiplia. Pas un véhicule, deux. Je les entendis s'arrêter à environ 50 mètres de ma position. Les moteurs tournèrent au ralenti pendant un moment avant de s'éteindre complètement. Des portes s'ouvrirent et se fermèrent, non pas claquées, mais poussées doucement, délibérément, de la manière dont quelqu'un ferme une porte quand il ne veut pas faire de bruit. J'entendais des voix maintenant, basses et indistinctes, le genre de murmures qui se produisent quand les gens essaient de ne pas être entendus. Chaque instinct que j'avais hurlait de rester exactement où j'étais. Mais j'avais besoin de voir ce qui se passait. Je dézippais mon sac de couchage aussi lentement que possible, chaque dent de la fermeture éclair sonnant comme un coup de feu dans le silence de ma tente. Je rampais vers la fenêtre en maille sur le côté faisant face à la route, gardant mon corps aussi plat que possible contre le sol. La lune était à environ 3/4 pleine cette nuit-là, assez brillante pour projeter des ombres. Et quand j'appuyais mon visage contre la maille, je pus les voir. 2 camions pick-up, tous deux de couleur foncée, garés nez à nez sur la route forestière, et autour d'eux, se déplaçant avec détermination, au moins 5 hommes. Ils déchargeaient quelque chose de la benne du premier camion. Des paquets rectangulaires enveloppés serrés dans ce qui ressemblait à du plastique noir ou peut-être à des sacs poubelles lourds, chacun de la taille d'un grand sac de voyage. Les hommes travaillaient dans un silence presque total, passant les paquets de l'un à l'autre en chaîne, les empilant sur le sol entre les deux véhicules. Je comptais les colis au fur et à mesure qu'ils les déplaçaient, 8, 9, 10, 12 au total. L'un des hommes dit quelque chose que je ne pus comprendre, et un autre répondit par un chuchotement dur qui porta juste assez pour que je puisse en saisir le ton. En colère, impatient. Ce n'étaient pas des chasseurs. Ce n'étaient pas des randonneurs égarés. J'avais trébuché sur quelque chose que je n'étais jamais censé voir. Et cette réalisation me frappa comme un seau d'eau glacée. Je me plaquai encore plus contre le sol de la tente, essayant de me rendre aussi petit que possible, respirant à peine. La dispute devint plus forte. Je pouvais distinguer des fragments maintenant. Quelque chose à propos d'un conte qui n'était pas bon.
À propos d'un certain Rick qui avait tout gâché. L'un des hommes, plus grand que les autres, avec de larges épaules et une casquette de baseball, s'éloigna du groupe et sortit une lampe torche. Il l'alluma et balaya le faisceau le long de la lisière des arbres, lentement et délibérément, comme s'il cherchait quelque chose de spécifique. La lumière passa à moins de 3 mètres de ma tente, et je jure que mon cœur cessa de battre pendant une seconde entière. Puis le faisceau revint vers la route, et le grand homme s'immobilisa. Il fixait le sol près du bord de la route forestière. Là où l'herbe envahissante rencontrait la terre. Je sus instantanément ce qu'il regardait. Mes empreintes de bottes. Celles que j'avais laissées cet après-midi en traversant la route pendant ma randonnée. Celles auxquelles je n'avais même pas pensé 2 fois, car qui les verrait ici, au milieu de nulle part? Le grand homme appela les autres, sa voix basse mais urgente. Je regardais 3 d'entre eux se rassembler autour de lui, les lampes torchées s'allumant une par une. Toutes dirigées vers le sol où mes traces disparaissaient dans la lisière des arbres en direction de moi. L'un d'eux sortit quelque chose de sa ceinture, un pistolet, noir et anguleux à la lueur de la lune, et le tint bas sur le côté. Un autre avait ce qui ressemblait à un fusil de chasse, le canon attrapant la lumière alors qu'il le passait d'une main à l'autre. Ils parlèrent entre eux pendant peut-être 30 secondes. Leur voix trop silencieuse pour que je puisse distinguer les mots, mais leur langage corporel me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils allaient chercher. Ils allaient me trouver. J'avais peut-être 2 minutes, peut-être moins, avant que l'un de ces faisceaux de lampes torches ne tombe sur ma tente verte pour 2 personnes, et que tout ce dont je m'étais jamais inquiété dans ma vie devienne complètement sans importance. Je devais faire un choix, et je devais le faire vite. Courir n'était pas une option. Le sol de la forêt était couvert de feuilles sèches et de branches tombées, et j'aurais fait le bruit d'un éléphant en stampede dès que j'aurais essayé de bouger. Rester dans la tente était un suicide. Il la trouverait. Il me trouverait à l'intérieur. Et ce qui se passerait après cela ne se terminerait pas par eux me demandant poliment d'oublier ce que j'avais vu. Mes yeux se posèrent sur un chêne tombé à environ 4,5 mètres de ma tente. Un tronc massif qui était tombé quelque temps dans l'année précédente, son système racinaire arraché et créant un espace sombre et creux en dessous où il avait soulevé la terre. Je l'avais remarqué en montant le camp. J'avais pensé à quel point il ferait un abri décent si ma tente échouait. Maintenant, cela pourrait être la seule chose qui me garderait en vie. J'attrapais mon téléphone et mon couteau, les seules choses à portée de main qui comptaient, et je commençais à ramper vers l'arrière de ma tente, vers la fermeture éclair qui faisait face à l'opposé de la route. Chaque centimètre semblait être 1 kilomètre. Chaque froissement de mes vêtements contre le sol de la tente sonnait comme un cri. J'ouvris la fermeture éclair arrière juste assez pour me faufiler, et je me glissai sur le sol froid comme une sorte d'animal désespéré. Le chêne tombé était juste là, une masse sombre contre l'obscurité légèrement plus claire de la forêt. Je pouvais entendre les hommes entrer dans la lisière des arbres maintenant, peut-être à 12 mètres derrière moi, leurs pas écrasant les feuilles sans tentative de discrétion. Ils n'essayaient plus d'être silencieux. Ils savaient que quelqu'un était ici et ils venaient le trouver. Je rampais sur le ventre vers le creux des racines, sentant les rochers et les brindilles s'enfoncer dans ma poitrine et mon estomac. Mordant mes lèvres si fort que je goûtais le cuivre. Le creux était plus petit que dans mon souvenir, à peine assez grand pour qu'un homme adulte s'y glisse, mais je m'y coinçais quand même. Je tirai des feuilles mortes sur mes jambes, pressai mon visage dans la terre, et j'attendis. L'odeur de terre humide et de bois pourri emplissait mes narines. Quelque part au-dessus de moi, un hibou prit son envol, ses ailes fendant l'air avec un son comme du papier froissé. Les faisceaux des lampes torchées trouvèrent ma tente environ 30 secondes plus tard. J'entendis l'un d'eux jurer, un son surpris et sec qui trancha le calme, puis ils parlèrent tous en même temps, leurs voix se chevauchant en éclats urgents. Quelqu'un dit « Vérifiez à l'intérieur ». Et j'entendis le son inconfondable de ma tente étant déchirée. Le tissu se déchirant comme s'il était fait de papier de soie. Ils étaient peut-être à 6 mètres de l'endroit où je gisais caché. Assez près pour que je puisse entendre leur respiration. Assez près pour que si l'un d'eux décidait de balayer ce faisceau de lampes torches juste un peu plus à gauche, juste un peu plus bas, il me verrait. Je me pressais plus profondément dans le creux, sentant les racines s'enfoncer dans mon dos, sentant quelque chose ramper sur ma main que je refusais de considérer. L'un des hommes fouillait mes affaires maintenant. Je pouvais l'entendre jeter des choses de côté, mon sac à dos heurtant le sol, mon sac de couchage étant secoué. Puis une voix plus claire que les autres dit quelque chose qui me fit enfoncer mes ongles dans la terre. Quiconque est ici est parti en hâte, il pourrait encore être près d'ici, dispersé.
Les 15 minutes suivantes furent les plus longues de toute ma vie. Je restais là dans ce creux, ne bougeant pas, respirant à peine, tandis que les faisceaux des lampes torchées balayaient les arbres autour de moi. À un moment, une paire de bottes s'arrêta à moins de 1,5 mètre de ma cachette. Je pouvais les voir à travers un espace dans les racines. Des bottes de travail brunes couvertes de boue, debout juste là, de l'autre côté du tronc tombé. L'homme respirait fort, agacé, marmonnant quelque chose entre ses dents à propos de perdre du temps. Je regardais ces bottes pivoter lentement. Le faisceau de la lampe torche passant directement au-dessus du tronc au-dessus de ma tête. Et je fis un marché avec n'importe quel dieu qui pourrait écouter. Si je survivais à cette nuit, je ne prendrais plus jamais un seul moment de ma vie ordinaire et ennuyeuse pour acquis. Les bottes tournèrent et s'éloignèrent, écrasant les feuilles vers la route. Et je me permis enfin de prendre une pleine inspiration. Mais je ne bougeais pas. Je ne fis pas un bruit. Je restais exactement où j'étais, enterré dans la terre comme un cadavre, attendant. Finalement, je les entendis se rassembler près des camions. Le grand homme donnait des ordres, sa voix portant dans l'air nocturne immobile. Ils allaient terminer ce pourquoi ils étaient venus et partir. Si la personne qui campait ici s'était enfuie dans les bois, elle était probablement à des kilomètres maintenant. Ça ne valait pas la peine de la poursuivre dans le noir. J'entendis les paquets être chargés dans le deuxième camion. Entendis les portes claquer avec moins de soin qu'avant. Entendis les moteurs démarrer et les pneus grincer contre la route creusée. Le son de ces camions s'estompant dans la distance fut la chose la plus douce que j'ai jamais entendue. Mais je ne bougeais toujours pas. Je restais dans ce creux pendant encore 1 heure, peut-être 2, jusqu'à ce que la première lumière grise de l'aube commence à filtrer à travers les arbres. Ce n'est qu'alors que je rampais dehors, couvert de terre et de feuilles mortes et de quelque chose de collant que je ne voulais pas identifier. Ma tente était détruite. Mon sac à dos avait été vidé et dispersé. Mais j'étais vivant. J'étais vivant et ils étaient partis. Et rien de tout cela ne semblait réel. Je rassemblai ce que je pus sauver et sortis de ces bois plus vite que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Il me fallut presque 3 heures pour atteindre ma voiture, garée à un départ de sentier hors de l'autoroute principale, et 40 minutes de conduite supplémentaire avant que mon téléphone ne capte enfin un signal. Je me garai à la première station-service que je vis et appelai la police. L'adjointe qui prit ma déposition était une femme nommée Torres, la cinquantaine, avec des yeux fatigués et une voix qui suggérait qu'elle avait entendu beaucoup d'histoires étranges au fil des ans. Elle écouta sans m'interrompre, nota tout, et me dit qu'elle transmettrait cela au shérif du comté et au bureau local de la DEA. Elle me dit aussi, de cette manière prudente que les flics ont quand ils essaient de ne pas vous effrayer, que je devrais probablement rester avec ma famille pendant un certain temps, au cas où. Je ne lui demandais pas d'expliquer ce qu'elle voulait dire par là. Je n'avais pas besoin qu'elle le fasse. Je conduisis directement chez ma sœur à Springfield et ne retournai pas à mon appartement pendant 2 semaines. Je n'ai jamais entendu parler officiellement de ce qui s'est passé cette nuit-là. Aucune arrestation n'a fait les nouvelles. Aucune descente de drogue dans les Ozarks ne correspondait à ce que j'avais vu. Torres m'a appelé une fois, environ 1 mois plus tard, pour me dire que l'enquête était en cours, mais que je ne devais pas m'attendre à des mises à jour. Elle m'a remercié d'être venue et m'a rappelé à nouveau de faire attention. C'était tout. Parfois, je me demande si ces hommes ont jamais découvert qui j'étais. S'ils sont retournés à ce camping et ont trouvé quelque chose que j'avais laissé derrière moi. Un morceau d'identification auquel je n'avais pas pensé en paniquant. Parfois, je reste éveillé la nuit et j'imagine un pick-up sombre garé devant mon immeuble. Le moteur tournant au ralenti, attendant. Mais cela fait presque 2 ans maintenant et rien ne s'est passé. Je vais encore camper, mais plus jamais seul et jamais dans des endroits reculés. Je reste dans des campings établis avec des rangers et d'autres familles et du réseau. J'ai troqué la solitude contre la sécurité et j'ai fait la paix avec cela. Mais de temps en temps, quand je suis allongé dans ma tente et que j'entends un moteur au loin, tout mon corps se raidit et je me retrouve dans ce creux, pressant mon visage dans la terre, priant pour que ces bottes ne s'approchent pas davantage. La plupart de mes collègues pensaient que la randonnée en solo était imprudente pour une femme, et il ne manquait jamais une occasion de me le rappeler. Mais au printemps 2014, j'avais cessé de me soucier de ce que qui que ce soit pensait. Mon mariage s'était effondré 6 mois plus tôt. Mes amis de l'école d'infirmière étaient tous absorbés par les tout-petits et les réunions de l'APE. Et quelque part autour de mon 34e anniversaire, j'avais réalisé que la solitude que je ressentais dans les pièces bondées était pire que toute solitude que la nature sauvage pouvait offrir.
l'Oregon est devenu mon refuge. Plus précisément, la chaîne des Cascades, où les douglas poussent si épais qu'ils obscurcissent le ciel, et où le silence est si complet que l'on peut entendre son propre cœur battre. J'avais planifié ce voyage particulier pendant des semaines, une randonnée en solo de 4 jours dans une section de l'arrière-pays que la plupart des randonneurs d'un jour n'atteignaient jamais. Ma sœur cadette, Megan, m'avait appelé la veille de mon départ, sa voix tendue par l'inquiétude, énumérant chaque histoire de femme disparue sur les sentiers qu'elle pouvait trouver. Je lui avais promis que je donnerais des nouvelles à chaque tête de sentier, que j'avais ma balise satellite, que je savais ce que je faisais. Elle n'avait pas l'air convaincue. Les 2 premiers jours se déroulèrent comme une méditation. J'ai couvert environ 22 km chaque jour, mes bottes trouvant un rythme sur la terre damée, ne m'arrêtant que pour filtrer l'eau des ruisseaux si clairs que l'on pouvait compter chaque galet au fond. La brûlure dans mes mollets et mes épaules semblait méritée, intentionnelle, rien à voir avec l'épuisement creux de pleurer en m'endormant dans un appartement vide. Le 3e soir, j'avais poussé profondément dans l'arrière-pays, atteignant une petite clairière à environ 11 km de la tête de sentier marquée la plus proche. J'avais trouvé l'endroit grâce à un forum de randonnée. L'un de ces joyaux cachés que les randonneurs expérimentés chuchotent, mais ne publient jamais les coordonnées. C'était parfait, un sol plat pour ma tente, un ruisseau murmurant à environ 9 mètres, entouré d'une forêt si dense qu'elle semblait être une forteresse. J'ai monté le camp pendant que la lumière était encore dorée, accroché mon sac de nourriture à une branche haute et me suis glissé dans mon sac de couchage avec cette paix particulière qui ne vient que de l'épuisement physique et de l'isolement total. Je me souviens avoir fermé la tente et pensé, enfin, je peux respirer. Je me suis réveillé dans l'obscurité au son de la fermeture éclair. Pas un son rapide, pas le tiraillement négligent du vent contre le tissu. C'était lent, délibéré, centimètre par centimètre, les dents métalliques se séparant avec un ronronnement doux qui semblait incroyablement fort dans le silence. Mes yeux s'ouvrirent et je restais là, chaque muscle verrouillé, mon esprit s'efforçant de donner un sens à ce que j'entendais. La fermeture éclair s'arrêta. Je retins mon souffle, tendant l'oreille pour entendre autre chose. Des pas, une respiration, le froissement des vêtements. Rien. Juste le ruisseau au loin et le sang battant dans mes oreilles. Je me dis que c'était un animal. Peut-être un raton laveur investiguant la tente. Peut-être que le tissu s'était installé dans l'air nocturne qui se refroidissait. Mais j'avais campé des dizaines de fois et je savais à quoi ressemblait le vent contre le nylon. Ce n'était pas le vent. C'était quelqu'un testant à quel point la fermeture éclair pouvait être ouverte silencieusement. Quelqu'un vérifiant si je me réveillerais. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Peut-être 30 secondes. Peut-être 5 minutes. Le temps devient étrange quand votre corps est inondé d'adrénaline et que votre cerveau hurle de bouger, mais vos membres refusent de coopérer. J'ai pensé au spray au poivre dans la poche latérale de mon sac. Au petit couteau que je gardais attaché à ma ceinture, à la balise satellite qui était censée être ma bouée de sauvetage. Tout cela était inutile si je ne pouvais pas me forcer à bouger. Quand le son de la fermeture éclair ne revint pas, je me forçai à m'asseoir, mon sac de couchage bruissant si fort que cela me fit sursauter. J'attrapai ma lampe frontale de la poche en maille près de ma tête et la tins comme une arme, mon pouce survolant le bouton d'alimentation. Je comptai jusqu'à 10, puis jusqu'à 20, donnant à qui que ce soit, quoi que ce soit à l'extérieur le temps de partir. Puis je pris la plus profonde inspiration de ma vie, ouvris la fermeture éclair de la tente d'un mouvement rapide et bondis dans la nuit avec la lampe frontale allumée. Rien. Le faisceau traversa l'obscurité et ne trouva que des arbres, leurs troncs pâles et fantomatiques dans la lumière blanche. Je tournai en cercle, mon cœur battant contre mes côtes, cherchant un mouvement, la forme d'une personne, quoi que ce soit qui confirmerait que je ne perdais pas l'esprit. La clairière était vide. La forêt se tenait silencieuse et indifférente autour de moi. Le ruisseau murmurait toujours sa chanson sans fin quelque part à ma gauche. Je restais là en sous-vêtements thermiques et chaussettes de laine, l'air froid de la montagne mordant ma peau exposée, et j'ai presque ri, presque convaincu que j'avais rêvé tout cela, que le stress des derniers mois avait finalement fait craquer quelque chose dans mon cerveau. Puis je me suis retourné vers ma tente et j'ai vu mes bâtons de randonnée. Je les avais plantés dans le sol à côté du vestibule de la tente avant de me coucher, croisés en un X comme je le faisais toujours, pour pouvoir les trouver facilement le matin. Maintenant, ils étaient allongés à plat sur le sol, parallèles l'un à l'autre, positionnés presque soigneusement à environ 1 mètre de l'endroit où je les avais laissés. L'air quitta mes poumons comme si j'avais reçu un coup de poing. J'ai balayé le faisceau de la lampe frontale sur mon campement, me forçant à regarder, à vraiment regarder tout.
Mon sac à dos était adossé à un arbre là où je l'avais laissé, mais les boucles de la poche principale étaient défaites. Je les attachais toujours. C'était une habitude, une mémoire musculaire après des années à garder mon équipement en sécurité. Je me suis approché sur des jambes qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Et quand je me suis rapproché, j'ai pu voir que le rabat supérieur avait été soulevé, le contenu légèrement réarrangé. Ma trousse de premier secours était maintenant sur le dessus, alors que je me souvenais distinctement l'avoir rangée sous ma veste de pluie. Quelqu'un avait fouillé dans mes affaires pendant que je dormais, et il avait été assez silencieux pour que je ne me réveille que quand il a commencé à s'attaquer à la tente. La pensée me fit serrer la gorge. Depuis combien de temps était-il là? À quelle distance était-il arrivé avant que j'entende la fermeture éclair? Je me suis éloigné du sac, ma lampe frontale balayant follement tandis que je scrutais la lisière des arbres, soudain certain que celui qui avait fait cela m'observait toujours de quelque part dans ce mur d'obscurité. Je ne sais pas ce qui m'a fait regarder vers le bas. Peut-être l'instinct, peut-être une partie de mon cerveau qui comprenait ce que je devais voir avant que le reste de moi ne rattrape. Mais j'ai dirigé ma lampe frontale vers le sol autour de ma tente, et c'est alors que j'ai vu les empreintes de bottes. Elles étaient claires dans la terre molle, profondément enfoncées par quelqu'un de plus lourd que moi, les semelles épaisses et larges. Une botte de randonnée d'homme, taille 44 ou 45 au moins. Les empreintes faisaient un cercle complet autour de ma tente, puis un autre cercle, 2 rotations complètes autour de l'endroit où j'avais dormi. Je les ai suivies avec le faisceau de ma lampe, ma respiration devenant des halètements superficiels, traçant le chemin que cette personne avait parcouru pendant que je gisais inconsciente à quelques pas de là. Les empreintes n'approchaient pas de la tente depuis le sentier. Elles venaient de plus profond dans la forêt, d'une direction où il n'y avait ni chemin, ni raison pour que quiconque marche. Qui que ce soit, il n'était pas tombé sur mon camp par accident. Il était venu à travers les bois délibérément, m'avait trouvé dans un endroit qui n'était sur aucune carte, et avait fait le tour de ma tente comme un prédateur étudiant sa proie. Les empreintes s'arrêtaient à l'arrière de la tente. Pas l'entrée, pas le vestibule, l'arrière directement derrière l'endroit où ma tête reposait sur ma veste pliée. J'ai fixé ces empreintes, la profonde impression dans le sol où quelqu'un s'était tenu parfaitement immobile, et j'ai essayé de comprendre ce que je voyais. Cette personne avait marché 2 fois autour de ma tente, puis s'était positionnée à quelques centimètres de mon crâne avec seulement une fine couche de nylon entre nous. Elle s'était tenue là à écouter ma respiration, peut-être à observer ma silhouette à travers le tissu, assez près pour me toucher si elle l'avait voulu. La réalisation m'a frappé par vagues. D'abord l'incrédulité, puis l'horreur, puis une peur froide et primitive qui a fait se dresser chaque poil de mon corps. J'étais à 11 km de la tête de sentier. Pas de réseau, pas d'autres campeurs, juste moi et qui que ce soit dans l'obscurité. Quelqu'un de suffisamment patient pour faire le tour de ma tente 2 fois et de suffisamment prudent pour tester ma fermeture éclair millimètre par millimètre. Chaque instinct de survie que j'avais hurlé de courir. Juste attraper la balise, appuyer sur le bouton SOS et commencer à me diriger vers la tête de sentier aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. Mais 11 km dans le noir sur un terrain inégal avec quelqu'un me suivant potentiellement, c'était une sentence de mort d'un autre genre. Je pourrais me tordre une cheville dans le premier kilomètre, perdre complètement le sentier sans la lumière du jour pour me guider, marcher droit vers qui que ce soit qui attendait là-bas. Alors, j'ai forcé mon cerveau à réfléchir. J'ai attrapé mon spray au poivre dans mon sac et l'ai enfoncé dans ma ceinture. J'ai trouvé mon couteau et l'ai serré dans ma main droite. J'ai enfilé mes bottes sans prendre la peine de les lasser et j'ai traîné tout ce que je pouvais porter dans la tente. Mon sac, mes bâtons, même les rochers que j'utilisais pour ancrer les coins. Puis je me suis enfermé à l'intérieur et me suis assise avec le dos contre le sac, faisant face à l'entrée. Ma lampe frontale pointait vers la fermeture éclair comme si c'était la seule chose qui me maintenait en vie. Je n'ai pas éteint la lumière. Je n'ai pas fermé les yeux. Je suis resté là pendant des heures, écoutant chaque son que faisait la forêt, attendant que la fermeture éclair ne recommence à bouger. L'aube est venue lentement, le ciel passant du noir au bleu profond puis au gris par un crément si graduel que je n'ai presque pas remarqué. Quand assez de lumière a filtré à travers le nylon pour que je puisse voir les couleurs à nouveau, je me suis permis une longue expiration. Je n'avais rien entendu d'autre pendant la nuit. Pas de pas, pas de bruissement, pas de deuxième tentative sur la fermeture éclair, mais je n'étais pas assez folle pour penser que cela signifiait que j'étais en sécurité. J'ai fait mes bagages en un temps record, mes mains tâtonnant avec les boucles et les sangles, fourrant tout dans mon sac sans l'organisation soigneuse que j'exigeais normalement. Les empreintes de bottes étaient toujours là à la lumière du matin, encore plus claires maintenant,
et je me suis forcé à les photographier avec mon téléphone avant de partir. Je ne sais pas pourquoi, peut-être comme preuve, ou preuve pour moi-même que je n'avais pas imaginé toute l'affaire. Les photos montraient exactement ce que j'avais vu dans le noir, 2 cercles complets autour de la tente. Des impressions profondes là où quelqu'un s'était tenu immobile à ma tête et une seule ligne d'empreinte menant vers la forêt dans la direction de rien. J'ai randonné plus vite que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Ce qui aurait dû prendre 4 heures m'en a pris juste sous 3. Mes jambes brûlaient, mes poumons hurlaient, mais j'ai refusé de m'arrêter plus que quelques secondes à la fois. Chaque branche qui cassait me faisait tourner la tête. Chaque ombre entre les arbres ressemblait à une figure attendant. J'ai gardé le spray au poivre à la main tout le long du chemin, mon pouce sur la gâchette, prêt à ce que quelqu'un émerge de la forêt et confirme mes pires craintes. Mais personne ne l'a fait. Le sentier est resté vide. Les bois sont restés silencieux. Et quand j'ai finalement atteint le parking de la tête de sentier et vu ma voiture garée là, intacte, j'ai failli m'effondrer contre le capot. Il y avait 2 autres véhicules dans le parking, un pick-up vert avec des plaques du Montana et une berline blanche avec un porte-vélo sur le toit. Je les ai fixés pendant un long moment, me demandant si l'un d'eux appartenait à qui que ce soit avait visité mon camp, me demandant s'ils étaient encore là-bas dans la nature sauvage ou s'ils étaient déjà partis avant l'aube. Je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes et je n'ai pas arrêté de conduire jusqu'à ce que j'atteigne le poste de rangée à 32 km plus bas dans la montagne. La ranger de service était une femme nommée Colline, la cinquantaine, avec des mèches grises dans sa tresse et le genre de calme qui m'a fait me sentir en sécurité pour la première fois en 12 heures. Je lui ai montré les photos, lui ai tout raconté, la fermeture éclair, les empreintes de bottes, la façon dont mes affaires avaient été déplacées. Elle m'a écouté sans m'interrompre, son expression devenant de plus en plus sérieuse à chaque détail. Quand j'ai terminé, elle m'a dit que je n'étais pas la première. Il y avait eu 2 autres signalements cet été-là, tous 2 de randonneuses solitaires dans la même zone générale, décrivant des expériences similaires. Quelqu'un s'approchant de leur camp la nuit, testant les fermetures éclairs des tentes, déplaçant l'équipement. Une femme s'était réveillée pour trouver ses bottes posées soigneusement devant la porte de sa tente, les lacets enlevés. Une autre avait découvert un petit tas de pierres empilées à côté de sa tête, placées là pendant qu'elle dormait. Colline a dit qu'ils avaient augmenté les patrouilles, mais n'avaient jamais attrapé personne, n'avaient jamais trouvé de camp permanent ni aucune autre preuve. Elle a noté mes informations, rempli un rapport et m'a dit de contacter les forces de l'ordre local si je voulais aller plus loin. J'ai conduit chez moi cet après-midi-là et ne suis pas retourné dans les cascades pendant 2 ans. Je fais encore de la randonnée. J'ai refusé de laisser qui que ce soit me prendre cela, mais je ne campe plus jamais seul, et je ne le ferai plus jamais. Parfois, la nuit, quand je suis allongé dans mon lit dans mon appartement, les portes verrouillées et le bourdonnement de la ville à l'extérieur de ma fenêtre, je pense à ces empreintes de bottes faisant le tour de ma tente. Je pense à la patience qu'il a fallu pour bouger si lentement, si silencieusement, pour tester une fermeture éclair pendant qu'une femme dormait à quelques centimètres. Je pense à ce qui serait arrivé si je ne m'étais pas réveillé, si le son ne m'avait pas tiré du sommeil au moment précis. La ranger m'a dit qu'ils n'avaient jamais attrapé personne, et autant que je sache, ils ne l'ont toujours pas fait. Je vérifie parfois le forum de randonnée, cherchant de nouveaux rapports de cette zone, espérant lire que quelqu'un a été arrêté, que le mystère a été résolu. Mais il n'y a jamais de mise à jour, jamais de résolution, juste le silence et la connaissance que quelque part dans ces montagnes, quelqu'un est toujours là, marchant à travers les arbres dans le noir, faisant le tour des tentes, testant les fermetures éclairs, attendant ceux qui ne se réveillent pas.